Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler de la lutte contre les extrémistes juifs en Israël, de la présidentielle américaine. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'année, pourtant le cap des 2000 décès de migrants en Méditerranée a déjà été franchi selon l'Organisation internationale sur les migrations. 10 candidats républicains les mieux placés dans les sondages ont ouvert la saison électorale américaine lors d'un débat de 2 heures au cours duquel les thèmes de prédilection de l'Amérique conservatrice ont été passés en revue. Le Japon se souvient de ses morts il y a 70 ans. Les États-Unis larguaient une bombe atomique à Hiroshima faisant 140 000 morts. 3 jours plus tard, une autre bombe sur Nagasaki faisait 74 000 morts. Benjamin Netanyahou s'est adressé aux communautés juives américaines pour les convaincre de faire campagne contre l'accord sur le nucléaire iranien. Le lendemain, Barack Obama a prononcé un discours dans lequel il a estimé que le Premier ministre israélien se trompe et que la seule alternative à l'accord est la guerre. Enlevée en février à Sanaa, la Française Isabelle Prime est de retour au pays. Elle a été accueillie par le président François Hollande et son ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius à l'aéroport de Villacoublay. Ali Basner, bonjour. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être avec nous. Daniel Ziri, journaliste dans notre magazine. Merci à vous d'être avec nous. Donc, Netanyahou et Obama se sont opposés par discours interposés sur le nucléaire iranien. On va parler dans un instant avec vous. Avim, avant cela, Daniel, peut-être rappeler la teneur de ces deux discours ? Alors l'Iran, sujet qui continue de creuser le fossé entre Washington et Jérusalem, plus particulièrement entre Netanyahou et Obama, absolument. Il creuse ce fossé qui est déjà assez profond. Donc cette semaine, des discours interposés, comme vous l'avez dit. Président Barack Obama a commencé sa campagne, puisqu'on sait qu'il est dans une campagne de 3 mois pour faire approuver par le Congrès cet accord sur le nucléaire iranien. Il ne manquerait plus que le Congrès décide de ne pas l'approuver. À ce moment-là, il y aura une histoire de veto. Et ce sera très difficile. Et donc, mercredi, il a fait un grand discours. Il a démarré cette campagne par faire un grand discours à l'American University. Un discours dans lequel il défend cet accord et réitère ses positions. Il déclare que c'est l'accord le plus solide jamais négocié en termes de non-prolifération des armes atomiques. Et puis, il s'est même adressé aux Juifs américains en disant qu'il comprend leurs inquiétudes, et aux Israéliens plus qu'aux Juifs américains, qu'il comprend leurs inquiétudes, mais qu'il réitère sa position et que pour lui, l'alternative à cet accord était une guerre ou une forme de conflit, une alternative qu'il ne voulait pas atteindre. Et c'était en quelque sorte une réponse, ce discours, à Benjamin Netanyahou, puisqu'un jour plus tôt, Benjamin Netanyahou s'est adressé aux Juifs américains par un webcast sur Internet. Oui, par une vidéoconférence. Voilà, et dans cette vidéoconférence, il a expliqué qu'il faut absolument s'opposer à ce mauvais accord. Selon lui, l'accord ouvre un chemin pour l'Iran vers la bombe atomique, que peut-être qu'au court terme, le chemin vers cette bombe atomique est très difficile et infaisable, mais au long terme, ça permet à l'Iran de garder les infrastructures en place pour éventuellement atteindre cette bombe atomique. Donc des discours interposés, un fossé qui continue à se creuser entre ces deux leaders. Et c'est pire qu'un fossé à vie, puisque ce week-end, Barack Obama a déclaré que l'ingérence de Netanyahou dans les affaires américaines était sans précédent et qu'il n'y avait pas de cas comparable dans l'histoire des relations internationales. Qu'est-ce que ça vous inspire ? La rhétorique d'Obama est très dure envers Netanyahou. Je dois dire que Netanyahou n'a jamais critiqué personnellement Obama. Il n'a pas eu un mot de critique pour Obama. Le nom d'Obama n'a pas été mentionné dans toutes les interventions de Netanyahou. Oui, mais c'est sous-entendu. Bien sûr. Mais il y a quand même des formes, qu'on respecte. Tandis qu'Obama n'a pas hésité à attaquer frontalement Netanyahou. Même, vous parliez de discours, Daniel, tout à l'heure, il a même imité Netanyahou. Enfin, imité ironiquement Netanyahou dans le discours. C'est sans précédent. Tout ce bras de fer entre un président américain, un premier ministre israélien... Mais c'est acceptable de voir un premier ministre israélien faire campagne contre un président américain sur son territoire auprès des congressmen? Mais vous voyez que pour le moment, Netanyahou, il a la majorité. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il
il ne faut pas qu'il y ait veto, qu'on arrive au veto. On arrivera au veto. Je peux vous assurer, vous absolument, absolument. Ça veut dire, expliquez, le veto, ça veut dire que le Congrès va voter contre. Le Congrès va voter contre. Et Obama pourra à ce moment-là mettre son veto. Obama pourra mettre son veto. Dans une position très difficile quand même. Mais je peux, enfin vous assurer, je peux rien assurer. Je peux faire une analyse, ok, qu'il y aura une majorité contre l'accord au Congrès. C'est-à-dire que Netanyahou n'est pas seul, ok. C'est vrai que c'est la première fois que je vois une lutte pareille, qui est regrettable d'ailleurs. Que moi qui ai passé 8 ans en Amérique, je regrette profondément. Mais on en est arrivé là sur un sujet existentiel pour Israël. L'Iran est existentiel. Une question, Avi, parce que vous dites qu'il y aura un veto. Ça veut dire que Barack Obama passera en force, quoi qu'il arrive, sur ce sujet. Est-ce que l'obstination israélienne n'est pas dangereuse si de toute façon l'accord va être ratifié par les États-Unis par veto ou par vote du Congrès? Est-ce que s'obstiner de la part de Jérusalem n'est pas une erreur? Écoutez, je crois qu'on est arrivé à un point, et on peut le regretter ou pas, mais on est arrivé à un point où il faut mener cette bataille. Le Premier ministre a décidé qu'il arrêterait à tout prix, et je dis bien à tout prix. Vous faites référence à une attaque militaire. Possible aussi. Possible aussi. C'est une des possibilités qui reste sur la table, si on n'arrive pas à arrêter ça autrement. Alors, il essaye maintenant, en premier lieu, d'arrêter l'accord avec le Congrès américain, avec tout ce que cela implique, aussi de dégâts aux relations personnelles certainement entre Netanyahou et Obama, mais ça peut répercuter aussi sur les relations entre les deux pays. Mais c'est tellement important, et il faut se mettre à la place de Netanyahou. On peut dire il a raison, on peut dire il a tort, mais chez lui, dans son analyse, chez lui, extrêmement profond, depuis des années d'ailleurs, c'est pas la dernière année, ça fait des années qu'il en parle, qu'il voit un danger dans de la bombe iranienne, exactement comme il fait le parallèle avec l'Holocauste. Au-delà de la bombe, il y a le fait que les sanctions seront levées, donc des milliards de dollars vont arriver en Iran, qui seront reversés dans des organisations terroristes comme le Hezbollah, etc. Absolument. Donc il n'y a pas que le danger de la bombe. Qu'est-ce qu'Israël pourra faire ? Qu'est-ce qui reste à Israël lorsque le vote du Congrès aura lieu, que ce vote sera favorable, ou bien qu'il y aura eu un veto favorable? Écoutez, après alors c'est comme ça. Il y aura le premier vote, comme je vous ai dit, mon analyse est que le premier vote sera en faveur de Netanyahou. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Obama, il a exagéré dans son discours contre Netanyahou. Et ça a fait boomerang. Il a exagéré. Les gens n'ont pas aimé ça. Certainement, les républicains n'ont pas aimé ça quand on les a comparés aux extrémistes de Téhéran qui crient mort à l'Amérique. Okay. Il a fait un parallèle, on rappelle, il a fait un parallèle entre les opposants à l'accord en Iran et aux États-Unis. Mais aussi beaucoup de législateurs juifs n'ont pas aimé ça. Et par exemple, Chuck Schumer, le plus important d'entre eux, le sénateur Chuck Schumer, a dit après, immédiatement, quelques heures ou le jour d'après, la déclaration d'Obama, qu'il voterait contre. Ok, donc Obama, il a un vrai problème là. Il a un vrai problème parce que l'accord, disons entre nous, c'est pas un bon accord. C'est vrai. C'est vrai que maintenant on mobilise des scientifiques américains. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Il faut les voix au Congrès. Et il est possible que Netanyahou ait les voix au Congrès. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Daniel Ziri. Depuis le meurtre de la Gay Pride de Jérusalem et l'incendie de maisons palestiniennes qui a coûté la vie à un bébé et à son père, Israël a décidé de lutter contre ses propres extrémistes. Avec nous pour en parler, celui qui a servi pendant 32 ans dans les services secrets israéliens, le Shin Bet, et qui fut en charge de la division de la surveillance, justement, des juifs extrémistes. Menachem Landau, bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que vous avez été surpris par l'attentat de la Gay Pride et celui contre des maisons palestiniennes ? Eh bien, pour vous dire la vérité, je n'étais pas surpris. Ça fait longtemps que je dis que si l'on ne met pas l'étiquette terrorisme sur ces activités-là, les choses ne feront qu'empirer. Nous savons comment cela commence et comment cela va finir. Malheureusement, c'est arrivé à ce point-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que ces extrémistes juifs ont bénéficié d'une impunité en Israël ? Ce n'est pas complètement vrai de dire que la police ou le Shabak n'a rien fait. Le problème est de savoir de quels outils vous disposez. Si les outils vous permettent d'attraper une partie de ces gens-là au début de tout ça et de les mener au tribunal,
où ils vont devoir payer pour avoir écrit le prix à payer sur un mur ou pour avoir crevé les pneus d'une voiture, eh bien là vous vous occupez d'un petit acte criminel, pas d'une activité terroriste. Pour se battre contre le terrorisme, il faut les déclarer comme tels, comme organisation terroriste, même si leurs premiers actes sont des graffitis ou des incendies. Le but est idéologique, il faut éclaircir tout ça, et si ça arrive jusqu'au meurtre, comme c'était le cas récemment, eh bien on pourrait voir le début de la troisième intifada. On a vu Israël a décidé de mesures spéciales la semaine dernière pour lutter contre ces extrémistes, notamment la détention administrative qui était jusqu'à présent réservée aux Palestiniens. Est-ce que ça suffira ? Écoutez, il n'y a pas de raison que ça ne suffise pas, parce que lorsque vous y accordez assez d'importance et que vous avez les outils, tout devrait très bien fonctionner. D'ailleurs, je pense qu'il faut agrandir ces outils parce que du moment que vous déclarez ces gens-là comme terroristes, vous pouvez les emmener au tribunal militaire et même à l'extérieur du pays. Ça vous permet de les arrêter pour une plus longue période. Lorsqu'une personne est face à un tribunal militaire, elle est en général plus sévèrement punie que dans un tribunal civil en Israël. Vous qui avez servi pendant des décennies dans les services secrets, quel pourrait être le prochain attentat selon vous ? Écoutez, j'espère toujours qu'il ne se passera rien, mais je m'attends au pire scénario. Le pire serait un meurtre. Aujourd'hui, c'est le meurtre de Palestiniens, demain, ça pourrait être le meurtre de Juifs. Nous n'avons plus de meurtre de Premier ministre en Israël. Vous pensez que les Palestiniens vont chercher à se venger ? Écoutez, pour l'instant, ils ont plus compris ça. Il y a eu des émeutes avec des cocktails Molotov, des pierres jetées, mais rien de plus grave. J'espère bien sûr que ça n'empirera pas, mais ils ne cherchent pas de raison pour nous attaquer. Il y a des gens qui sautent sur toutes les opportunités, toutes les options pour faire des attentats. Nous le ressentons, la plupart des attentats qu'ils font ne sont pas des attentats de vengeance. Ils utilisent simplement chaque occasion de faire du mal. Le fait est que nous les occupons et nous les dirigeons, et eux, ils veulent qu'on parte. Menachem Landau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La course à la présidentielle américaine a donc franchi un cap supplémentaire avec le premier débat entre candidats républicains à l'investiture. Tal Shalev est aux États-Unis et elle a suivi cet affrontement pour nous. Tal, bonjour. Bonsoir Julien. Très bien, content de vous retrouver. Alors dites-nous qui sort gagnant du débat. Eh bien, je pense que le mot pour décrire ce débat, c'est vraiment le Trump Show. Encore une fois, Donald Trump a dominé dans ce premier débat. Il est le candidat le plus particulier, c'est celui qui reçoit le plus d'attention. Ses propos n'arrêtent pas de créer des polémiques, surtout si vous suivez les réseaux sociaux. Mais il y a eu d'autres plus petits gagnants dans ce débat. Je dirais Carly Fiorina, qui n'a pas participé au grand débat, mais au premier mini-débat. Je pense qu'elle a gagné ce round parce que ses arguments étaient très convaincants. Les deux autres candidats à suivre après ce débat, je dirais, sont Marco Rubio et John Kasich. Les deux ont été très convaincants et ont fait preuve de beaucoup de charisme dans ce débat. Tal, est-ce que vous avez relevé des surprises pendant ce débat ? Je ne dirais pas qu'il y ait eu vraiment de surprises. Surprise peut-être du point de vue israélien par rapport au fait qu'il n'y a pas eu trop de discussions sur la politique étrangère. Le sujet de l'Iran a été soulevé, mais très brièvement, ce qui peut être surprenant, surtout qu'il y a un grand débat aux États-Unis autour de cela, puisque le Congrès doit décider de sa position sur le sujet très bientôt. Et puis, l'autre surprise, comme je l'ai dit, ce sont ces trois candidats qui sont sortis du lot. Carly Fiorina n'était pas du tout considérée comme ayant du potentiel avant le débat et maintenant tout le monde la voit comme la grande gagnante. Son nom a même été mentionné lors du second débat. Donc il sera très intéressant de voir l'effet de tout ça sur les sondages. Et puis comme je l'ai dit, Marco Rubio et John Kasich ont été très dominants. Et puis ce qui est surprenant aussi, c'est que Jeb Bush, qui est deuxième dans les sondages, et Scott Walker, le troisième, n'ont pas été très impressionnants. Ce n'est que le premier débat, nous sommes encore à des mois des primaires, beaucoup de choses peuvent encore changer. Mais est-ce que ce genre de débat, avec autant de candidats, permet réellement aux électeurs de faire leur choix ? Eh bien, je pense que si, mais c'est vrai que c'est très difficile de tout suivre et que certains candidats restent dans l'ombre alors que d'autres reçoivent plus d'attention médiatique, comme Donald Trump. Il prend toute la scène et tous les yeux sont rivés sur lui. Du coup, des candidats comme Chris Christie et Ben Carson et même Rand Paul ont du mal à se rendre intéressants. Mais chacun a eu ses 5 minutes de gloire, donc je pense que ces débats aident les membres du Parti républicain à bien voir qui sont leurs candidats.
Tal, une dernière question. D'après vous, qui va l'emporter? I think it's too early to call. Donald Trump is definitely at this moment the front runner. Il est trop tôt pour savoir. Donald Trump est en ce moment en tête, mais même au début du débat, il n'a pas pu promettre de ne pas faire campagne seul s'il n'est pas nominé. Il est trop tôt pour savoir, mais je pense que ce serait intéressant de voir ce qu'il va se passer après ce débat. Trump s'avère être un candidat très sérieux et les gens le comprennent, mais je ne sais pas si le fait qu'il est en tête dans les sondages aujourd'hui en dit quoi que ce soit sur ce qui va se passer au cours des prochains mois, parce que ses opinions restent très controversées. Pendant le débat, par exemple, il a montré des positions très sévères au sujet des femmes. Ce n'est peut-être pas le meilleur pari à prendre pour le Parti républicain s'il veut reprendre la Maison-Blanche aux démocrates. Merci beaucoup, Tal, depuis New York. Thank you, Julian. Et c'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.